Salut Nico. Salut Nico. Alors, double Nico pour un épisode exceptionnel avec mon ami Nicolas Granatino, euh, un VC, un investisseur qui est dans le cœur du réacteur de l'IA générative depuis 2 ans. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont vécu ça d'aussi près que lui. On est donc en avril 2025. Nicolas, donc toi, tu es investisseur, donc tu as Endurance, VC, STEM, AI. Tu es ingénieur à la base, mais tu as aussi fait une formation, un doctorat sur la biologie moléculaire, c'est ça? Ça ça nous intéresse beaucoup parce que on pourra parler un petit peu, imaginer, est-ce que l'IA générative va nous permettre d'accélérer la recherche scientifique dans cette discipline? Donc, merci beaucoup d'être ici, Nico. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, écoute, merci Nicolas. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais avec le comptoir de l'IA et tous les épisodes et les gens que tu as fait venir sur ton podcast. Je pense que on a besoin de personnes comme toi pour animer et activer la communauté. Et donc, déjà, merci à toi pour tout ce que tu fais et pour m'avoir aujourd'hui sur ton podcast. Merci, Nico. On est obligé de saluer notre ami commun, Tariq Krim. Euh, Tariq avec sa newsletter Cybernetica, Tariq qu'on adore et qui a des nouveaux projets aussi sur l'IA générative, avec des projets de studio, de contenu. Un ami très précieux. Alors, Nico, première question, flash météo un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative depuis 2 ans? C'est la folie pour toi? Ça a été un, un bain de jouvence, quelque chose qui a encore boosté ton intérêt intellectuel et ta carrière d'investisseur? Ouais, non, tout à fait. Pour moi, il y a un moment clé qui a été en partie perçu. C'est en fait la sortie du papier de Lama de Mhm. Meta. Très Et bien. donc, je lis assez régulièrement des papiers de recherche et je lis ce papier, je vois qu'il est phénoménal, c'est world class. Je regarde les auteurs, il y a 14 auteurs, il y en a 9 qui ont fait l'X, dont je suis assez proche. Il y en a 2 qui ont fait normal supérieur et je me rends compte que tout le monde est à Paris. Incroyable. Et Merci de le rappeler, Nico. Merci de le rappeler. Je n'avais pas les chiffres exacts. À chaque fois, j'en parlais en gros, hein, mais donc tu dis 14 auteurs et combien? 9 Français il y a enfin, ouais, neuf polytechniciens, 2 normaliens, et tout le monde est à Paris. incroyable. Et pour moi, ce moment est un moment exceptionnel et faisait écho à une conversation que j'avais eue avec Eric Schmidt qui avait bien vu en fait à quel point il y avait du talent au niveau des ingénieurs et des chercheurs en France, mais quelque part Mhm. il y avait un gap par rapport à l'output startup qui venait de ce talent. Et il y avait un intérêt de sa part d'être plus impliqué et de contribuer ce qu'il avait appris et exécuté quand il était patron de Google. Et là, c'est à peu près un an après qu'on se rencontre, je vois ce papier et pour moi c'est un peu le deep mind moment de la France Mhm. et ça montre qu'en fait Bien sûr. si on met ce talent dans un environnement qui est world class, hein, qui est l'environnement que Yann Lequin a créé au sein de Meta, bah en fait ce talent il sort quelque chose qui est world class aussi. Et c'est ça, c'est le point de départ de 2 ans phénoménal, comme tu dis, au cœur du réacteur, et qui a commencé en Europe et qui va se poursuivre en Inde, qui a aussi des similarités avec, au point de vue du talent, de la culture et de leur maturité, de leur écosystème. Magnifique. Nico, donc le papier de la main, tu me confirmes par rapport à ton moment, en tout cas, c'est 2023, hein, c'est bien ça? C'est ça, D'accord. c'est février 2023. Ok, excellent. Et donc par rapport
au post Transformer, hein, donc Attention is all you need, qui était donc papier de Google open source en 2017, 2018. D'accord. Donc ce moment clé, et j'ai oublié d'en parler, mais Nico et moi, je te présente aussi nos amis un petit peu comme le bras armé d'Eric Schmidt en France au niveau de l'investissement. C'est vrai que Eric Schmidt, pour moi, c'est un personnage fabuleux, légendaire. Je trouve que il a enfin, il y a des citations d'Eric Schmidt qui sont incroyables, extraordinaires. On sent qu'il y a donc une affinité très très forte avec la France au niveau de l'investissement et de la reconnaissance de notre talent, comme tu l'as dit. Non, non, tout à fait. Et ça, c'était assez clair depuis le début de notre rencontre. Mais il a vécu ça. Il a acheté DeepMind quand il était chez Google, donc il a vu que Bien sûr. l'écosystème UK était Ouais. fort. Google Brain était vraiment un endroit phénoménal tout au début, où il y avait des gens qui sont maintenant bien connus, comme mon copain de promo Jean Philibert. Et en fait, il a perçu ce talent. En fait, je dis qu'Eric est très fort justement pour enable ce talent et ensuite aller gagner globalement sur le marché. Mais même en fait en Europe, on l'oublie, mais Stability qui était au UK et qui était sur l'image avec les diffusion models, en fait avait aussi fait pris un parti qui était le parti de l'open source, qui est vraiment une des grandes forces européennes et où les Européens se sont retrouvés comme des pionniers. Et on a Black Forest Lab qui suit après, au moment en fait où les Américains allaient plus vers l'arrêt des publications et de l'open source. Et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi ce qui m'a passionné sur Qtile et vraiment des pionniers pour continuer d'avancer avec l'intérêt de l'écosystème européen, l'open source, qui va nous permettre de rattraper le gap qu'on pouvait avoir au moment où Lama est sorti avec les labos dits Frontier Labs américains. Et donc ça, c'est vraiment phénoménal et c'est une vraie contribution de l'écosystème européen dans l'IA globalement. Ouais, bien sûr, Nico, et tu l'as bien senti, hein, Sam Altman l'avait évoqué il y a, en quelques lignes, il y a quelques semaines. Il nous avait dit qu'avec OpenAI, en tant que modèle fermé, ils étaient peut-être du mauvais côté de l'histoire. Il vient de refaire une annonce en disant qu'ils allaient sortir des modèles open source. Donc, en tout cas, là-dessus, OpenAI et la stratégie de Sam Altman nous montrent que tu as eu raison. Et qu'on a eu certainement raison, en tout cas au niveau, européen, en lançant ces modèles. Nico, petite question donc, je suis très curieux par rapport à ça. Je sais que tu es un fin connaisseur des outils, tu es un petit peu geek comme moi, comme nos auditeurs qu'on salue. Quel est l'outil d'IA que tu utilises le plus au quotidien? Et est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique à nous révéler? En fait, non, je vais dire que je suis relativement bateau là-dessus. J'utilise des GPT Mmh. en fonction des langues. J'utiliserai le chat de Mistral si je veux faire des choses en français, par Mmh. exemple. OK. Autrement, je switch et d'ailleurs, c'est un des en fait, l'IA va tellement vite et on est une espèce de course-poursuite des modèles. Et donc, en fait, mais il y a quelques modèles qui sont à la pointe. Je dirais que j'interchange Ouais, assez facilement entre ces modèles. d'accord, très bien. Tu as des comptes, plus, des comptes pro, ChatGPT, En fait, oui, en fait, en tant que qu'investisseur, ouais. euh, j'essaye des choses et donc je paye pour des comptes. J'ai pris effectivement le compte pro Mmh. de GPT, principalement pour essayer Deep Search. Bien Euh, sûr. Mmh. et c'est assez phénoménal. Ça a l'air cher aux premiers abords de dépenser $200 pour un service, mais le type d'output de ce type de modèle et qui sera bientôt fait sans doute
par des boîtes européennes et assez considérable. Et je pense que même à ce price point, c'était utile de voir ce qui était possible. Et ensuite, on voit que d'autres ont suivi. J'ai aussi utilisé l'outil de Google qui fait ses podcasts. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, excuse-moi, c'est vraiment notre spécialité. Alors, qui est-ce qui va le trouver en premier? Moi, j'ai arrêté, je te laisse le soin de le trouver, mais en fait, c'est assez. Moi, je l'ai même utilisé au sein d'une de nos boîtes où en fait, on avait des présentations et on a et on a. J'ai juste filé ces présentations et en fait, le CEO de la boîte a trouvé ça tellement bien que ça permettait en fait d'aligner son équipe sur ce qu'on faisait. Ces interfaces, ces nouvelles interfaces, ces nouveaux outputs vont contribuer, je pense, à disséminer l'information et la connaissance. Et ça, c'est un vrai plus qui est apporté par ces modèles. Alors, cher Nico, tu l'as certainement sur le bout de la langue comme nos auditeurs, donc je ne couperai pas ce moment-là. Il s'agit évidemment de Notebook LM et ça me fait me dire qu'on est beaucoup trop fatigué ou qu'il y a beaucoup trop d'outils qui sortent pour qu'on les perd en tête. Sam Altman a dit qu'en fait, c'était tellement compliqué sa nomenclature de modèles Ah ouais, qu'il allait changer ça. Et c'est un vrai problème d'ailleurs parce que quand on ouais, va sur un OpenAI, il nous donne il nous donne le choix des modèles bien sûr. et c'est un vrai problème d'interface. Mais ça montre aussi à quel point cet écosystème va vite et c'est alors c'est marrant, c'est quelque chose qui a été utilisé contre Mark Zuckerberg, mais cette mentalité de go fast, break things, qui maintenant revient un peu sur le feedback loop et qui est très important. En fait, c'est la façon dont les startups en fait peuvent rivaliser et concurrencer justement avec cette agilité et de voir comment les mettre dans les mains des utilisateurs des outils et voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils utilisent le plus, et ça fait partie Ouais. du product process itératif et agile qui est la force des startups. Oui, oui, non, mais tu as raison. Je pense que OpenAI, de toute façon, ils l'ont dit aussi, hein, on va aller un jour ou l'autre sur une unification des modèles, hein, de raisonnement et des modèles de langage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as un compte pro comme toi et moi, tu arrives sur le choix du modèle, tu peux choisir entre 10 modèles différents. Et je t'avoue que moi, tu vois, j'étais encore sur le GPT-4o parce que le 4.5, je savais pas trop comment y aller et tout ça. Depuis hier, je suis passé à O3, mais je fais des formations, tu sais, sur l'IA. Quand je présente ça, enfin, t'imagines pour des gens qui découvrent un petit peu l'IA, se dire GPT-4 avec tâche, O1, O1 mini AI, O3 mini AI, machin. C'est quand même, enfin, quand tu débarques, c'est très compliqué de s'y retrouver. Donc, vivement qu'ils fassent ce travail un petit peu d'unification, je pense. Ouais. Non, non, tout à fait, tout à fait. Mais c'est en cours, mais Ouais. ça fait partie de la richesse et Bien ça sûr. montre que en fait, il vaut mieux mettre dans les mains des utilisateurs Mm. des outils. Moi, j'ai même une expérience avec deux entrepreneurs que j'aime Mhm. beaucoup, Nicolas Stigman et François Lagunas, Bien sûr. et qui en fait avaient fait une boîte qui s'appelait Stupéflix et ils avaient mis dans les mains de leurs utilisateurs des outils de créer des vidéos avec du texte, de la musique, des photos, de la vidéo. Et en fait, en fait, il s'était rendu compte dans ce processus itératif que ce que les utilisateurs aimaient bien faire, c'était des selfies vidéo avec de la musique. Ouais. Et en fait, ils avaient même fait, et c'est assez important, ils avaient même fait en fait une app, mais qui était en mode POC, Ouais. qui était en fait s'appelait Wiggle, mais ils étaient Ouais. déjà en processus de vente à GoPro. Et en fait, Wiggle n'était rien d'autre que Musicalike qui est devenu en fait le moteur de création de TikTok. Donc par ce Ah. processus itératif, en fait, on arrive à découvrir des nouveaux formats. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que de mettre dans les mains des utilisateurs des outils et voir ce qu'ils font avec. Et c'est aussi la même chose sur l'open source et sa capacité en fait à coopter sa communauté d'usagers, d'ingénieurs, etc. Pour aller plus vite et découvrir le prochain breakthrough, chose qui n'est pas permis quand on est en propriétaire et closed source.
Ah, je te rejoins complètement, Nico, et c'est toute la magie de ces modèles aussi, hein, qui sont d'usage général, qui n'ont pas de limite, et on finit par découvrir en effet que bah, GPT-4o, la vraie multimodalité, au final, bah, elle nous permet de faire des starter packs, et c'est quand même fou, quoi, en fait, parce que tu vois, c'est aussi comme ça que les gens se saisissent de ces outils de manière ludique. Tout à fait. Nico, est-ce que tu peux revenir un petit peu pour nous, je suis sûr que je les ai pas tous, un petit peu sur tes investissements, dans l'IA générative, ces 2 dernières années? Il y en a quelques-uns que je connais, en tout cas. Ouais, non, tout à fait. Donc en fait, ben, le premier deal sur Ouais. l'IA générative, je le fais en partenariat avec Eric, c'est Mistral Ah, au, franchement, au tout bravo! début. Joli, Ouais. joli pour un premier deal. C'est Mmh c'est mh. c'est Mistral au tout début et en fait le fait que Arthur, Guillaume Mmh. et Timothée aient choisi la voie open source a été un des grands facteurs qui a intéressé Eric dans cet investissement. Mmh. Mais j'étais aussi au courant que Xavier Niel avait eu la bonne idée de former une équipe qui était plutôt sur de la philanthropie et sur un labo open science. Donc, une fois l'investissement fait avec Mistral, enfin, il y a eu un rapprochement entre Xavier et Eric qui s'est opéré. Et avec Aude Durand, on a participé à la création de QTI avec une équipe qui est vraiment phénoménale et qui est aussi complètement férue de l'open source, de l'open science, et qui ont compris enfin la force de cela pour eux, mais aussi pour l'écosystème, et qui ont sorti leur premier modèle moins d'1 an après leur création, donc qui était Moshi, qui sortent Ibiki. On a Mmh. vraiment dans cette équipe ben, deux top chercheurs de la voix, un qui était chez Google et l'autre chez Meta, hein, dans le nom de Alexandre Desfossés et de Nel Zeguidour. Bien Mais on sûr, a, on a aussi Edouard Grave, qui est vraiment un des cofondateurs de Lama. bien Et, sûr. et on a Patrick qui chapeaute le tout avec aussi Laurent Mazaret, qui est quelqu'un d'exceptionnel d'un point de vue ingénierie et aussi open source, qui fait des choses phénoménales sur Rust. Et donc on a lancé Qt, et c'est encore une fois, ça va dans cette lignée de ce que je disais un peu plus tôt, de Stability, de Mistral qui choisit l'open source, de Qt qui choisit l'open source, et maintenant aussi de Black Forest Lab, et c'est quelque chose qui est une grande force, et on pourra y revenir, mais Ouais. quand DeepSeek sort et choisit l'open source, Mmh. avec en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de courage et de conviction dans les acteurs européens qui ont choisi l'open source et qui se sont battus au sein de Meta. Je pense qu'au niveau corporate, quelqu'un comme Meta, qui a une distribution phénoménale et qui a aussi une capacité à itérer sur des produits, et donc qui a déjà un usage, je dirais, compétitif de ce qu'ils développent en open source, c'est beaucoup plus facile de pousser de l'open source que ça ne peut l'être comme des boîtes comme OpenAI et Anthropic qui, eux, sont toujours en train, surtout avec les montants qu'ils lèvent, de trouver un edge. Et donc, ils ont un inconfort à faire cela sur leur modèle fondationnel. La Mmh. Chine, c'est au niveau étatique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un marché qui est relativement fermé sur les outils digitaux. Et donc, c'est relativement facile pour eux, en fait, de dire on va open sourcer pour justement montrer notre puissance et notre talent, et avoir aussi un élément de soft power, et de se montrer comme étant une good power plutôt que une great power Mmh. dans le monde du digital. Et donc, il y a une certaine facilité avec DeepSeek et Qwen, etc., à faire de l'open source, parce qu'ils ont en fait un marché protégé qui va pouvoir leur permettre de toute façon de financer cette recherche. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment réfléchir au niveau européen, c'est comment est-ce qu'on se met Ouais. dans cette position. Ah ouais, OK, super intéressant. Heu Et donc, là-dessus, tu penses que, enfin, tu verrais un petit peu Mistral, comme, notre, modèle un peu souverain, au niveau européen, en fait, alors? Ben, je Enfin, pense je que vais un peu vite, hein, mais je ouais, rebondis sur ce que tu disais, sur les Chinois. Mmh.
je pense que effectivement, enfin très rapidement et Mmh. de manière très smart, hein, ils ont sorti un 7B en open source, ils ont construit une marque phénoménale avec la communauté des développeurs, hein, qui est la Ouais, puissance de l'open source. Mais et puis très rapidement, enfin ils ont une ouais. capacité à shipper qui est exceptionnelle et donc à s'asseoir comme un leader européen. Et dans l'univers mondial en fait des gens dont on parle, il y a les Américains, les Chinois, mais il y a aussi Mistral aujourd'hui. Et je pense que, en fait, autant à la sortie de la main, on pouvait peut-être se dire qu'on était plutôt 12 à 18 mois derrière les Frontier Labs américains. Je pense que avec l'open source et Mistral, on s'est rapproché, on a Mmh. réduit cette marge et je pense que les Chinois, avec une stratégie qu'on vient de d'évoquer, vont aider les acteurs européens à réduire en fait ces espèces de retard par rapport aux Frontier Labs et se rapprocher de plus en plus. Mais une fois qu'on est dans le l'ordre de quelques mois et on vient d'en voir la conséquence, ça devient beaucoup plus facile et même juste pour des acteurs corporate européens ou souverains européens, c'est-à-dire Mmh. des services publics, de Ouais. commencer à contracter avec un Mistral plutôt qu'avec D'accord. un acteur américain. Et j'aimerais revenir en fait sur ce qui s'était passé lorsque il y a eu un appel d'offres pour le Health Data Hub. On parle en fait des données de santé des Français. Donc il y a un sujet où Ouais. la privacy est vraiment dans tous les esprits. Et en fait, la personne qui mène cet appel d'offres et qui a été d'ailleurs critiqué pour son choix, se rend compte que quand même les acteurs du cloud américain sont peut-être trop en avance pour donner Mmh. ce contrat à un acteur européen. Et même il y a des acteurs européens qui n'ont même pas postulé en fait à cet appel d'offres. Et Waouh! je pense que là on est Ouais. plutôt de l'ordre de 2 3 ans derrière. Et donc ça devient peut-être difficile aussi bien pour les services publics. Mais là avec Mistral et l'IA et d'autres acteurs derrière sur l'agentique, par exemple, on est beaucoup plus près. Et on le voit, CMA-CGM signe un gros contrat Bien sûr. récemment avec Mistral et je pense que et je pense que Trump va aussi beaucoup aider à faire en sorte qu'il y a une vraie idée de résilience et de soutenir ces écosystèmes dans la mesure où ces acteurs européens sont compétitifs et il faut garder ça en ligne de mire, il faut être compétitif. Ouais, bien sûr. Donc, bah, sur le cloud, donc on est un petit peu KO par rapport à des, AWS, Google, Cloud Platform, des GCP, Azure. Sur les modèles donc, ben, il faut garder notre position, il faut garder notre souveraineté autant qu'on peut, quoi. Ouais. Tout à fait. Et Mmh. sur l'infrastructure également, Mmh. je pense que pour moi, Ouais, c'est relativement un no-brainer. On a un acteur aux États-Unis, CoreWeave, hein, qui vient ouais. de coter sur les marchés publics. Je pense que c'est une évidence et ça va bien évidemment se faire avec un ou plusieurs acteurs d'ailleurs, Mmh. d'avoir sur l'infrastructure IA, d'avoir un acteur européen. Si on regarde si on regarde le sujet du Cloud Act ou au niveau fédéral, des grands hyperscalers américains peuvent être, on peut leur demander en fait de donner accès à des données qui sont les données des Européens, quelque chose qu'ils ont quand même réussi à mitiger dans une ère où en fait les États-Unis étaient un allié, je dirais, sûr. Je pense que l'incertitude qui vient d'arriver avec l'administration Trump fait que peut-être les sujets et la façon dont on regardait le Cloud Act vont changer. Et je pense que les corporates américains, les services publics, les corporates européens, les services publics européens vont être beaucoup plus C'est sûr. regardants sur Mmh. le fait que l'infrastructure IA où ils vont donner mettre leurs données pour être utilisées par des IA et dans un cadre qui est européen et 100% sûr.
Ah, mais c'est sûr, Nico. Moi, dans les acteurs que je pouvais rencontrer souvent, tu vois, c'était des acteurs bancaires qui avaient des obligations, tu vois, qui étaient très fortes là-dessus sur le fait que les données restent en France, hein. Mais je le sens à toute vitesse dans le contexte international actuel. Ça s'étend en effet plein d'autres entreprises, toute l'administration. Je suis tout à fait d'accord. Nico, donc les deals sur lesquels tu as participé, c'est des deals emblématiques de l'IA générative. Je pense que ça va nous permettre d'avoir vraiment des champions français, d'avoir une vraie présence française. On est sur des gros deals, hein, quand même, avec plusieurs de centaines de millions d'euros investis. Donc c'est fantastique. Euh, Tu as fait des deals hors IA générative ces derniers temps ou tu t'es concentré sur ces sujets? Et après, je trouve ta stratégie assez géniale parce que au final, tu as quand même une vraie connaissance de ces chercheurs que tu as pu aussi fréquenter, qui peuvent être des camarades d'école, comme tu nous l'as dit, mais au final, c'est quand même un petit milieu, tout le monde se connaît, les chercheurs ont travaillé ensemble de temps en temps dans d'autres labos, et ça, c'est assez génial que tu aies pu tirer ce fil-là, quoi, dérouler cette pelote de laine. Mhm. Ouais, non, bien sûr. Il y a un autre, il y a il y a deux autres sujets qui sont, à mon avis, assez importants sur cet aspect de résilience. Si on a vraiment des atouts et aussi presque une urgence aussi post-Trump, Ouais. au-delà de ceux que j'ai déjà évoqués. Il Mhm. y en a un, c'est le secteur le secteur de la défense. Ouais, bien sûr. Et je pense que Helsing est quelquefois comparé à Mistral, c'est un acteur allemand, mais donc aussi européen. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on voit éclore dans notre écosystème, et ça comprend aussi les UK, des acteurs Mhm. européens et qui vont. On a des acteurs très très forts, on a des très gros primes, mais on n'a pas eu encore des Palantir ou des Anduril ou d'autres qui ont émergé et le secteur defense tech Ouais, est beaucoup plus développé aux US qu'il est en Europe. Il y a presque, on est presque un peu victime, je dirais, de la protection qui nous était offerte ouais. par les Américains pour pas avoir pris ce sujet dans nos mains. Le général de Gaulle, il y a 60 ans, l'avait fait, mais je pense au niveau des citoyens et même des jeunes, en fait, enfin, moi, j'ai fait mon service militaire, c'était une très bonne expérience. On a de plus en plus, en fait, en professionnalisant l'armée en vivant dans une ère qui avait l'air plutôt pacifiée, on a oublié en fait quel était peut-être le coût à payer, les investissements à faire pour si jamais la situation changeait. Et je pense qu'il y a un impératif de en fait d'investir et de motiver même des jeunes entrepreneurs à regarder le secteur de la défense. Hmm. On avait plutôt tendance à parler de guerre économique que de guerre. Bon, il se trouve qu'en ce moment, on a les deux avec les droits de douane que nous impose peut-être Trump et puis la guerre en Ukraine et des guerres au Moyen-Orient, etc. Et donc, je pense qu'il faut qu'on reprenne cela dans nos mains. Et donc, moi, j'ai investi dans plusieurs boîtes Ouais, ok. européennes là-dessus et aussi une boîte en Israël. Mhm. Donc, les boîtes, la première boîte que j'ai faite avec un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Mouad Emgari. C'est une boîte qui s'appelait initialement DeepMine, Ouais. épelée M-I-N-E, Mhm. et qui voulait s'atteler à utiliser de l'IA et des drones pour du déminage et qui a rapidement bifurqué sur des usages plus larges, défensifs et offensifs, et qui s'appelle maintenant Armatan AI. Et donc ça, c'est une Mhm. boîte qui a été fundée il y a Ouais. juste un peu plus d'un an à un tour à 10 millions et qui est maintenant est en train de lever sur des valorisations beaucoup plus élevées. Et il y a un vrai appétit Mhm. aussi de la communauté VC de voir cette opportunité, même avant les annonces du Ouais. déblocage de fonds européens et allemands là-dessus. Ouais. J'ai aussi fait une boîte en fait au UK qui s'appelle Cambridge Aerospace avec l'ancien prof du MIT sur ces sujets-là, qui est rentré en Europe et qui a pris comme chairman Grant Shapps, qui est le dernier ministre de la Défense de Rishi Sunak, qui encore une fois est une boîte qui est sur une trajectoire
fulgurante. Et donc ça, c'est des sujets qui sont qu'on doit dans lequel je Ouais, veux m'investir plus. Il y a aussi des sujets de l'espace. On a toujours une idée en France en fait qu'avec Ariane et tous les succès qu'on avait eu, qu'on est à la pointe, mais il y a des boîtes aux États-Unis qui sont beaucoup plus à la pointe et il faut qu'on rattrape ce retard parce que l'espace ça comprend aussi Starlink, mais ça comprend aussi de la logistique, etc. et des technologies de fusée. Et donc ça, c'est un secteur que je regarde donc au sens large. Défense au sens large, je dirais plutôt defense grade. Je pense qu'il y a une vraie opportunité d'investissement dans ce domaine-là. Et le deuxième, c'est la robotique, en fait. Et ouais, la robotique, on a vu énormément de boîtes, comme Figure, etc., bien émerger sûr. Mhm. aux États-Unis, Physical Intelligence, etc. Et en fait, on a vraiment un terroir en Europe de par une industrie spatiale, aéronautique, automobile. Les Suisses sont en fait le pays qui a aussi le plus de robotisation dans ses usines. On a vraiment un terroir au niveau applicatif de nouvelles Hmm. technologies dans ce domaine qui est très fort. Et on n'a pas vu émerger encore d'acteurs clés là-dessus, mais je pense que ce n'est qu'une question une question de temps. Il y a très bons acteurs en France, il y a très bons acteurs autour de ETH à Zurich et les Allemands aussi ont une vraie culture et ont vraiment cultivé aussi ce type Ouais. de talent, que ce soit à TUM, à Munich, etc. Et donc je pense que ce sont deux secteurs que je regarde de près. Ah ouais, super. Et au moment où tu me dis ça, hein, j'avais reçu, bah, j'ai reçu Thomas Wolf de Hugging Face, mais aussi Mathieu de Pollen Robotics. Et cette semaine, on a eu l'acquisition de Pollen Robotics par Hugging Face. Alors j'en suis ravi parce que franchement, Mathieu, il m'avait fait une impression phénoménale. Ils avaient gagné des X-Prize hein, avec Pollen Robotics. Ils avaient un peu des difficultés au niveau de l'investissement, de trouver des capitaux en France pour développer leur boîte. Et je pense que Hugging Face, c'est un partenaire assez extraordinaire. Robotique, open source, c'est génial. Mais donc, Nico, je reconnais un petit peu. Donc, en tout cas, toi, tu as quand même une patte, en tout cas, en tant qu'investisseur, une patte, un style, un centre d'intérêt où tu es un peu recherche scientifique, deep tech, quoi, quand même. Enfin, Mistral, QTI, là, quand tu me parles de ces projets, tu vois, sur la défense et, euh, et la robotique, oui, tu vois, t'es pas forcément t'es pas au niveau applicatif dans ce dont tu me parles là. Si, en fait, il y a un autre véhicule hein, Ouais, que j'ai monté et qui est backé d'ailleurs par les mêmes donateurs ok. Mhm. que QTI. Et en fait, je pense que les États-Unis sont en avance, bien sûr, sur ce qu'on appelle la translation de la recherche, c'est-à-dire la commercialisation de Bien la sûr. recherche. Mhm. Mais ils continuent en plus de créer des constructs ou des modèles qui permettent justement de l'accélérer et de la faciliter. Donc le plus Ouais, connu, c'est sans doute Y Combinator, mais il y a aussi dans le monde biomédical que je connais un peu, il y a aussi Flagship Pioneering, hein, qui sont des personnes qui ont backé Moderna, qui est connu de tout le monde, ah, avec d'accord. Noubar et dont Stéphane Bancel, qui est aussi un copain de promo avec qui j'étais en Hmm. prépa. Et en fait, on est un peu en retard. Il y a même Eric hein, qui avait lancé un modèle qui appelle les Focus Research Organization. Donc il y a cette innovation permanente même dans comment est-ce qu'on facilite le passage de la recherche fondamentale à l'applicatif. Hmm. Et donc au moment où on venait de faire Mistral et on venait de faire QTI, je vois qu'aux États-Unis, il y a l'ancien CEO de GitHub qui lance quelque chose qui s'appelle AI Grants. Et je dis en fait, il faut faire la même chose en Europe. Ouais, Donc ouais. c'est un projet que je pitch à Eric et qui me dit go. Et j'ai dit oui, oui, très bien. Mais en fait, c'est aussi important quand on fait donc des projets comme ça qui soutiennent le talent et qui aident le talent à émerger, de faire en sorte que le capital aussi bénéficie de ces initiatives. Et donc, c'était très important pour moi quand j'ai fait STEM AI d'avoir aussi des capitaux européens qui soient adossés au projet. C'est pour ça que j'ai pris en partie les mêmes personnes Hmm. que QTA, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs européens qui participent, qui ont participé à STEM AI.
Et Mmh. en fait, là, j'ai eu la chance aussi, après la décision de lancer ce projet, de rencontrer Mehdi Rissassi. Ah Euh, oui, que j'adore, et, fantastique. Mehdi est phénoménal, mais Mehdi a la particularité d'avoir été, enfin, le premier product guy chez DeepMind et ensuite Head of Product. Et maintenant, il est dans un écosystème, dans l'écosystème d'Abu Dhabi avec AI71 qui se Bien spécialise sûr. justement sur la commercialisation. Mmh. Et donc, on s'est rencontrés. Il avait entendu parler de ce que on avait fait sur Mistral et Qtile. Et je lui ai présenté enfin, high level ce que je voulais faire avec StemAI, qui était inspiré un peu de AI Grant. Et à ce moment-là, il me dit, bah écoute, j'ai failli quitter Google pour faire ça il y a quelques années. Et je dis, bah écoute, bossons ensemble dessus et c'est ce qu'on a fait. Et une des innovations et additions qu'on a amenées par rapport à AI Grant, on a amené ce qu'on appelle les advisors in residence. Et en Mmh. fait, une des grandes, une des, un des points qui s'améliore en France, mais qui n'a pas du tout la même profondeur en termes de talent que les États-Unis, c'est quand on passe au niveau applicatif, comme tu dis, c'est tous les gens qui ont fait de l'engineering at scale, qui ont fait du produit, qui ont fait du go-to-market, du marketing. Bien sûr. Et toutes ces compétences-là, en fait, la plupart des gens qui les ont, il y en a bien évidemment certains qui l'ont fait en France en tant qu'entrepreneur français, en Europe en tant qu'entrepreneur européen, mais la densité de ces expertises, elle est quand même dans l'écosystème américain. Ouais. Mais dans l'écosystème américain, il y a en fait aussi des Européens qui ont bénéficié de cette expérience et qui sont, pour qui il est peut-être très difficile de dire je vais revenir en Europe ou venir en France, mais qui veulent bien contribuer. Ce que je dis, c'est they don't want to come back, but they want to give back. Et Ouais. donc, on a créé cette communauté de 35 personnes sur StemAI Bien qui sûr. sont là, qui peuvent nous aider sur le funnel, qui peuvent nous aider sur des points très particuliers de due diligence. Ils ont des expertises très fines en termes d'assessment, mais qui peuvent aussi nous aider dans le soutien des startups qu'on a backé. On a backé une trentaine de startups plutôt dans l'applicatif en IA l'année dernière avec Meli. Et, euh, et ça, et ça, c'est vraiment c'est le genre de choses qu'on doit amener pour, comme je l'ai dit, faire en sorte qu'on close le gap entre la qualité de Ouais. nos ingénieurs, la qualité de nos chercheurs et l'output des startups. Et l'open source, d'ailleurs, fait partie des choses qu'on doit faire pour aider. Il y a un papier qui est sorti à la fin de l'été 2023 publié par Harvard qui montre à quel point, en fait, des écosystèmes open source ont tendance à générer beaucoup plus de startups et des startups de qualité. Donc, il Ouais, faut oui, qu'on soit sur les trois axes-là. Donc, j'ai fait ça sur STEM et là, je suis en oui. train de monter d'ailleurs avec Antoine Blondeau de AIC et l'équipe de AIC, en fait, exactement le même modèle, mais sur l'Inde, les Mmh. entrepreneurs indiens. Et si on regarde ce Ah qui oui. vient, et si on regarde en fait les Européens qui veulent give back but don't want to come back, comme une espèce de diaspora tech, mais en fait, la diaspora tech indienne, elle est absolument phénoménale. Enfin, la plus grand patron des boîtes américaines, Bien sûr. en Bah, partie Sundar. de l'Inde, Sundar etc. Et donc ça, c'est Pichai, intéressant. bien sûr. Euh, alors, bah, justement, bon, donc allons-y là-dessus. On devait faire le podcast et finalement tu m'as dit que tu étais en Inde, donc tu es parti travailler sur ce sujet-là avec Antoine Blondeau de Alpha Intelligence Capital, tout à fait. Et donc tu dis, ben, il y a des gros sujets donc en Inde sur l'IA en ce moment. Ouais, mais il y a, en fait, c'est marrant. Moi, j'avais une expérience en Inde. On avait acheté une boîte avec une de nos startups qui avait été, dont le CEO était quelqu'un qui avait passé 11 ans chez Microsoft et qui avait monté son équipe de dev en fait à Delhi. Et d'ailleurs, il recrutait des gens dès la sortie de son école d'ingénieur. Mhm. Et j'avais été frappé par la qualité et surtout je dirais, l'éthique de travail, mais aussi la faim, la hunger de ces jeunes ingénieurs. Et c'est marrant parce que j'ai été interpellé il y a 2 semaines Ouais.
par un baromètre qui avait été fait par Edelman sur quels sont quel est le pourcentage des jeunes qui pensent que en fait leur futur sera plus rose que ceux de leurs parents. Et les deux Ouais, pays qui arrivent en tête, c'est la Chine et l'Inde. Je crois que la Chine c'est intéressant. 68% et l'Inde c'est 65%. Ouais. Les États-Unis sont en 30% et je crois que l'Allemagne, la France c'est plutôt autour de 15%. Waouh. Et il y a quand même un enseignement là-dedans. Je pense que bien évidemment sont des pays qui ont pas, et en fait et la Chine c'est pas vrai, on peut plus vraiment dire ça. Ce sont des Ouais. pays qui sont pas au même niveau de développement sur pas mal d'axes, mais cette fin et cet optimisme dans le futur est quelque chose qui manque un peu, je pense, en Europe. Et donc ça c'est assez fort. Et donc moi j'avais une très bonne expérience et en fait j'ai commencé à retourner en Inde sur un projet un peu historique Ouais. d'une société de jeux vidéo. Mhm. Ok. Et ce qui était assez, et donc on est en train de faire avec un ancien d'Ubisoft un jeu triple A basé sur la mythologie indienne. Excellent. Et en fait, ce qui est aussi frappant dans ce domaine, c'est qu'on se rend compte que c'est pas simplement limité à la tech, cette espèce de volonté aux États-Unis d'avoir des produits qui sont globaux, mais Hollywood, enfin, dans le monde de la culture, suit exactement le même modèle. Et si on va en Inde, ou même si on va en France, en fait, le cinéma, notre cinéma d'auteur est un cinéma qui ne voyage pas tellement, de la même manière qu'en Inde, ils ont choisi de faire Bollywood. Mais Bollywood, c'est très indien. Et donc, il faut qu'on T'as donne. raison. C'est un parallèle très intéressant. Aller sur la culture, en effet, en France, en Inde, notre cinéma d'auteur et Bollywood, c'est sûr que c'est des choses qui ont échappé un petit peu à Hollywood. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Intéressant. Mhm. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse avec STEM AI, que ce soit la version initiale un peu européenne ou que ce soit avec Indien, c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier dans ces écosystèmes-là des entrepreneurs qui, même s'ils commencent en Europe ou en Inde, ont des ambitions globales et un produit qui est global pour marché. Et en fait, si on regarde aussi les gros acteurs en Inde, les grands groupes, hein, les holdings de Ambani, de Adani, etc. La plupart de ces gros conglomérats se focalisent sur le marché indien et ils sont devenus très successful et fortunés en le faisant. Et il y a que des groupes peut-être comme Tata qui ont eu vocation à aller à l'étranger. Et on a un peu ces parallèles aussi en Europe et il faut qu'on ait des ambitions, mais aussi le capital et le capital risque qui vont avec les sommes qui vont avec. Et c'est ça un peu le challenge et les choses qui m'intéressent dans ma vie d'investisseur et d'entrepreneur. Et alors, Nico, dis-moi donc, parce que tu en reviens, donc, et l'IA générative en Inde, c'est quoi? C'est une réalité? Ils utilisent quel modèle là-bas? Alors c'est assez, c'est, c'est Hmm. assez, c'est assez marrant Parce qu'on parce en que entend, on en entend pas trop parler. Il n'y a pas de modèle fondationnel à ma connaissance indien. Enfin, voilà. ouais, Euh, j'ai pas entendu parler d'applications extraordinaires. Donc, contrairement à la Chine, on en reviendra, on en reparlera dans une seconde. Mais donc en Inde, qu'est-ce qu'ils font alors là-dessus? En fait, c'est assez intéressant et en fait, Hmm. j'étais au festival de littérature à Jaipur et c'était 1 ou 2 semaines après que DeepSeek est sorti son modèle. Ah oui, oui. Et, 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 euh, et donc, il y a une session, donc imagine des littéraires, des historiens, quelqu'un comme Pankaj Mishra qui a écrit La Renaissance de l'Inde après la fin de la colonisation britannique. Hmm. Imagine un autre auteur qui a écrit sur le siècle d'humiliation de la Chine après la guerre sur l'opium, etc. Et les deux premières questions sont en fait sur DeepSeek. Et donc j'ai écrit un Ah, blog. J'ai excellent. j'ai écrit un blog qui s'appelle From Jaipur to DeepSeek, juste avant le sommet de l'IA en France, qui était d'ailleurs co-hosté avec Oui. l'Inde et qui dit en fait le case for open source and the human AI project. Et en fait aussi durant cette session, et c'est quelque chose où les Américains sont très très forts en fait, hein, et c'est une culture que j'adore, mais ils arrivent à presque à nous créer un plafond de verre sur ce qu'on est capable de faire. Et donc la modératrice de cette session, en fait, évoque l'interview
de Sam Altman lorsqu'il était en Inde il y a 2 ans et où il y a un des partenaires de Sequoia India qui lui demande qu'est-ce qu'on devrait faire sur les modèles fondationnels. Et Sam Altman, mais de manière complètement naturelle, spontanée, dit It's hopeless, don't even try, quoi. N'essayez même pas, vous n'allez pas y arriver. Et donc ça sortait où DeepSeek venait de sortir, et DeepSeek, c'est comme l'open source, c'est un grand moment d'espoir pour tous ces écosystèmes, en fait, de revenir talonner les grands américains. Et donc oui, il y a des initiatives, il y a des entrepreneurs qui ont réussi avec des produits globaux en Inde et avec qui je parle et qui vont pouvoir sortir. Il y a des gens qui ont vu les modèles sur le biomédical de Flagship Pioneering dont je parlais un peu avant et qui veulent faire la même chose en Mmh. Inde. Et le talent est là. Le talent est là et la bonne nouvelle, je dirais, avec l'IA, et on le voit bien avec DeepSeek. DeepSeek, c'est 100 personnes et ils sont dans les headlines de la presse mondiale pendant 6 mois et ça continue. Et donc les équipes qu'on doit constituer pour avoir un impact au niveau d'un pays ou d'un écosystème sont beaucoup plus petits, avec tout ce que ça veut dire en termes de la facilité d'avoir une culture homogène sur ces petites équipes. Et ça, c'est phénoménal et on va avoir la même chose sur l'Inde. Génial. Bah, je pense qu'ils seront très intéressés par, la possibilité d'avoir leur modèle. Mais ça, tu en parlais tout à l'heure, c'était un peu une des visions de Emad Mostak, hein, de Stability, qui nous parlait aussi de modèles, open source, gouvernementaux, hein, tout simplement pour être, un petit peu, indépendants. Sur la Chine, donc merci de parler de DeepSeek. Donc moi, j'ai 2 choses, Eric Schmidt, j'ai regardé une grande partie de ses interventions et depuis et tu vois, quand j'ai commencé, à m'intéresser beaucoup à l'IA, Eric, disait, sur, tu vois, sur des vidéos, bon, bah, les États-Unis, sont, 2 ans devant, les Chinois, voilà, bah, l'Europe, on était sur la caricature, enfin, c'est pas lui, hein, qui en jouait, mais sur la caricature de l'Europe régule mais ne produit pas, quoi, tu vois? Qu'on était encore derrière. Le moment DeepSeek, et notamment R1, donc en février 2025, on s'aperçoit à ce moment-là que bah, les Chinois sont 3-4 mois derrière les États-Unis maximum, et peut-être pas 2 ans. Là, on attend le modèle R2 de DeepSeek qui doit sortir dans les 2 semaines qui viennent. J'ai lu que tout le monde guettait ça, tu vois, quasiment avec inquiétude. Alors, euh, là-dessus, Eric Schmidt, avec qui tu travailles et que moi je respecte énormément, hein, et j'en avais parlé aussi avec Mehdi Rissassi, qui avait travaillé pour lui à l'époque de Google et qui m'avait sorti des anecdotes extraordinaires. Mais ça, il l'avait pas vu venir. Je crois d'ailleurs, il l'a un petit peu reconnu, qu'il a changé son fusil d'épaule à ce niveau-là. Euh, Comment est-ce que tu vois donc cette posture d'Eric et donc et la Chine sur l'IA aujourd'hui? Est-ce qu'elle est au même niveau que les États-Unis? Bah, déjà, il y a une chose qu'il est important de rappeler sur DeepSeek, hein. Quand j'ai dit un peu avant dans le podcast que en fait il y avait des pionniers sur là-dessus qui étaient européens, il se Mmh. trouve que certains des techniques que DeepSeek a utilisées pour close the gap, en Oui. fait, des choses qui avaient été mises en œuvre par Mistral 1 an auparavant et on avait l'impression que même les journalistes avaient oublié cela. Donc il y a vraiment un aspect pionnier en Ouais. fait des acteurs européens là-dessus. Mmh. Donc évidemment, ils arrivent à closer le gap. Et c'est intéressant aussi à un autre niveau. Il y avait quand même une partie du lobbying aux États-Unis qui était Ouais. contre l'open source, justement vis-à-vis de la Chine et du danger chinois qui mettait en avant comme un épouvantail. Mais à partir du moment où on a en fait des acteurs chinois qui sont pas eux passés par les grandes institutions académiques, Stanford, Berkeley, MIT, le CMU, etc., qui ont Oui. été éduqués en Chine, qui sont pas passés par ce qu'on appelait avant les GAFAM, etc., et qui sortent quelque chose qui est au niveau mondial ou pas très loin derrière les Frontier Labs. En fait, cet argument de dire on peut pas open sourcer parce que la Chine va en bénéficier tombe un peu à l'eau et c'est à l'avantage de l'Europe. Ouais. Il y a d'ailleurs et donc les Américains ont été très forts et même très virulents dans l'attaque sur cette open source qu'ils avaient
qu'ils ne pratiquaient plus. Et donc, ils sont en train de revenir, mais c'est beaucoup plus facile maintenant. En fait, vous n'avez pas le choix, en tant que Mmh. Frontier Lab américain, même de contribuer à l'open source. Et donc ça ouvre une énorme opportunité, aussi bien sur l'applicatif pour des acteurs européens que sur l'infrastructure aussi pour des acteurs européens. Parce que qui dit open source dit on va avoir des modèles de plus en plus performants, de moins en moins chers, et donc ça va favoriser l'adoption. Et ça, c'est très bon pour ces deux opportunités-là en particulier. Ah oui, oui, tout à fait. Non, non, mais ça, c'est sûr. Écoute, ce modèle DeepSeek R2, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est assez extraordinaire d'avoir les cartes qui sont rebattues à ce point-là. Et c'est sûr, hein, on l'a senti la pression, le blocage qu'il pouvait y avoir de la part de OpenAI, Anthropic, en effet, sur les modèles fermés et le jeu qu'ils essayaient de faire aussi avec, avec la Maison Blanche, hein, juste avant de l'arrivée de Trump dans cet esprit-là. Euh, Nico, une question aussi donc importante. Je sais que toi, tu as, après tes études, donc Alix, tu es parti faire de la biologie. Et j'ai envie de te lancer un peu sur ce sujet. Moi, je ne suis pas du tout expert de ça, mais je suis beaucoup les déclarations de Dario Amodei, qui est un biologiste de formation aussi comme toi. Dario a écrit un papier, tu sais, Machine of Loving Grace, il y a quelques mois, que je recommande à tout le monde de lire. Ça doit faire 30 ou 40 pages. Et où il nous parle du siècle compressé au niveau du progrès technologique, qui pourrait être donc le 21e siècle, avec la découverte, selon lui, d'un continent de génie caché dans des data centers et le potentiel progrès technologique, grosso modo, en 5 ans ou à 10 ans, peut-être l'équivalent d'un siècle de progrès technologique standard. Euh, Là-dessus, ça c'est la vision de Dario. Anthropic, c'est quand même un acteur qui compte. Claude, moi je m'en sers, c'est un modèle extraordinaire. Demis Hassabis de DeepMind tient des propos qui sont très proches. Et il nous dit que de temps en temps, il aurait fallu des millions d'années pour faire la recherche que DeepMind peut faire. Comment est-ce que toi tu vois, Nico, donc la biologie et l'IA générative et après, je te laisse parler, mais évidemment, et pour rappel, hein, en novembre 2024, on a quand même Demis Hassabis et Geoffrey Hinton qui reçoivent le prix Nobel, respectivement donc de chimie et de physique, pour leurs travaux. Est-ce que ça va être un énorme accélérateur selon toi? Alors, je pense il y a aussi un point qu'il faut soulever là, ça, c'est l'importance des données Oui. et tout le travail qui a été fait pendant presque un demi-siècle Mhm. pour permettre AlphaFold. Et en fait, il faut savoir, et comme tu dis, enfin, moi, j'ai fait un PhD de biologie après 8 ans dans la banque. Et j'ai eu Mhm. la chance, en fait, d'être dans le labo de Peter Radcliffe, qui venait de publier la recherche qui lui a valu le Nobel en médecine. Et en fait, il faut pas oublier que toutes les données qui ont été utilisées par AlphaFold, ces données qui viennent d'une base de données qui s'appelle la protéine Databank. Ok, Et ok. cette protéine Databank, c'est des chercheurs qui, depuis 50 ans, minutieusement, Hmm. rentrent les coordonnées de toutes les structures qu'ils ont faites et qui a été estimé par certains étant un travail qui vaut 10 milliards, Ah, ouais. 10 milliards de dollars s'il devait être fundé de scratch. Et c'est Hmm. là-dessus que ça s'est basé. Et on oublie un peu trop facilement, je dirais, le travail de fond, d'annotation, de données, qui permet aussi à ces IA d'avancer. Et je pense d'ailleurs que DeepSeek, par exemple, fait Ouais. énormément de travail sur son annotation de données. Et c'est quelque chose où peut-être sur un axe, je dirais Europe, Abu Dhabi, Inde, on devrait aussi travailler pour commencer à faire de l'annotation de nos données, cette annotation de nos cultures sur des choses universelles comme biologie. Bien évidemment, c'est juste au niveau, je dirais, Ouais. de données universelles et publiques. Hein. C'est sur quoi le Human Genome Project s'est battu sur les séquences du génome. Mais je pense qu'il y a il y a un vrai travail à faire là-dessus et ça, il faut pas l'oublier. Ensuite, Hmm. ensuite, Intéressant. il est évident
qu'il va y avoir une accélération. Il va y avoir une accélération là-dessus de découverte de Et médicaments. Nico, si tu me permets, je suis obligé de rebondir. J'étais pas au courant de cette banque de données et je trouve ça fascinant. Et je suis obligé de rebondir un peu sur l'actualité. Je sais pas si tu as vu Elon Musk, Jack Dorsey, qui prônent l'abolition totale de toute propriété intellectuelle. Euh, un petit peu, tu vois, dans cet esprit-là, d'avoir des données complètement ouvertes, en fait. Ben, je pense que, en fait, c'est, alors c'est marrant parce que c'était une des personnes clés de Nvidia qui parlait à AI Pulse Hmm. et qui parle en fait de l'usage des données et de la liberté d'user des données pour entraîner des modèles. Et en fait, il dit il va falloir qu'on décide Sujet entre. très important, le fair use américain, hein, Ouais. sur lequel on peut entraîner pour de la recherche scientifique, tout à fait. Mm. Et donc, il fait il dit ouvertement, il dit pour moi, l'entraînement de ces IA a besoin d'avoir accès aux meilleurs livres, aux meilleurs articles, à tout ce qu'il y a de mieux en termes de données pour être Mm. le plus intelligent possible. Et en tant que société, on va devoir décider de ce qu'on est prêt à faire. Et donc, je l'interpelle un peu en coulisses après. Je lui dis tiens, très intéressant Ouais. ton point. Et moi, ça fait vraiment 15 ans que je suis assez porté sur cette intersection en fait de la donnée et de la technologie qui est toujours un domaine fascinant et toujours un endroit où il se passe des choses intéressantes. Et en fait, je lui pose la question, je lui dis, bon, tu comprends que enfin, c'est bien de dire ça et je comprends ton point, mais tout dépend si après, c'est les modèles qui sont entraînés avec ces données sont open source. Dans ce cas-là, en fait, la société aurait pas de problème à dire open source à l'entrée, open source à la fin, mais on se retrouve dans des situations où vous demandez, où tu demandes potentiellement dans ce que tu dis, d'avoir de l'open source à l'entrée, mais du proprietary à la sortie. Et ça, d'un point de vue société, c'est un peu plus difficile à régler. Et donc, de manière presque automatique, spontanée, il dit bon, il va falloir qu'on choisisse si on veut gagner contre les Chinois ou pas. Donc ça, c'est quand même c'est Waouh. quand même l'argument de base et même basique en fait de la tech américaine là-dessus. Et les lignes vont devoir bouger. Mais effectivement, il est vrai aussi que ce soit aussi bien et c'est un avantage de la Chine et c'est pour ça qu'il faut regarder les sujets des droits de douane, etc., de manière un peu plus fine. C'est vrai que en Chine, ils sont aussi protégés sur l'applicatif et donc la commercialisation Bien sûr. et ils ont historiquement été critiqués, je pense à juste titre, sur leur respect des droits d'auteur, d'IP, etc. Donc, est-ce que lorsque Jacques Dorsey et Elon Musk disent ça, est-ce que en fait, ce qu'ils disent, c'est étant donné l'avantage déloyal que la Chine a, il faut qu'on ait le même playing field au niveau américain si on veut gagner cette course sur l'IA. Et donc, je suis pour faire ça parce qu'au point de vue capitaux, au point de vue talent, au point de vue tout ce dont tu as parlé pendant ce podcast, on Ouais. a ce qu'il faut pour aller plus vite que n'importe qui en termes d'applicatifs. Est-ce que c'est ça aussi qu'ils disent, mais sans vraiment l'expliciter? Ah oui, oui, la limite est très fine. J'aime bien ce que tu dis, open source en entrée, close source en sortie. Elon Musk qui s'entraînerait, je pense, entraînerait son modèle sans aucun problème sur toute la connaissance humaine pour commercialiser Grok de l'autre côté. La réaction un petit peu aussi hein, d'OpenAI hein, sur DeepSeek qui fait de la distillation sur son modèle. OpenAI a demandé l'autorisation à personne hein, sur les données pour entraîner les premiers modèles GPT. Et moi, j'en suis très heureux en tant qu'utilisateur. Mais derrière, ils s'offusquent un peu que DeepSeek utilise leurs données. Bah, tu vois, il y a une certaine ironie là-dedans, quoi, ça c'est certain. Euh, Nicolas, excuse-moi, je t'ai coupé mais c'était passionnant de pouvoir échanger avec toi sur la donnée. Et alors, revenons, si tu veux bien, sur la biologie et l'IA, un petit peu ta vision. Ouais, bah, je pense que et vraiment, je pense que ce sont des cycles beaucoup plus longs que ce qu'on laisse croire Mhm. au grand public.
Mais ce sont des investissements qui doivent être faits. Et je pense que sur d'ailleurs cette protection des données lorsqu'on a des IA aussi puissantes, Mmh. comme le Protein Data Bank pour AlphaFold, il va falloir qu'on réfléchisse fortement pour la vitesse à laquelle on va avoir des outputs sur justement régler des problèmes médicaux, de maladies qu'on n'a pas pu régler jusqu'à présent. Il Ouais, va falloir qu'on repense un peu la privacy des données de santé, si ça nous permet d'aller vers de la personnalisation, et des solutions qui étaient hors de portée avant l'IA. Donc, je pense que c'est vraiment un endroit à investir avec des temps très longs, et donc aussi avec de l'argent qui est pas nécessairement de l'argent VC, mais aussi de l'argent public, de l'argent philanthropique, etc. Et il y a beaucoup de gens qui font ça aux États-Unis bien et en sûr. Europe. Mais je pense qu'il y a aussi sur des choses qui sont un peu moins sexy, qui font un peu moins rêver, sur des aspects de clinical trials de patients. Il y a des choses que l'IA va pouvoir faire dans le domaine médical qui va pouvoir générer plus de profits, une partie de ces profits qui iront justement dans une recherche qui est plus fondamentale et hors IA. Et je pense si on regarde des boîtes comme Hawking, ils ont Ouais. bien compris en fait qu'il y avait les deux et qu'il y avait aussi des modalités d'interaction avec les données qui étaient peut-être pas suffisamment mûres pour nécessairement rentrer dans le champ de l'IA générative. Et je pense qu'il faut qu'on continue d'investir. Ce sont des grandes promesses avec des cycles longs. Mais je Mmh. pense on est plutôt hypé que under hype quand il s'agit de la recherche de nouveaux médicaments. Quand, Demis Hassabis dit dans le podcast, l'excellent podcast Possible de Reid Hoffman, je pense que d'ici 10 ou 15 ans, peut-être qu'on aura trouvé comment guérir toutes les maladies. Et il nous dit révolutionner donc la découverte de nouveaux médicaments en faisant donc de la science à la vitesse du digital. C'est quoi ta réaction là-dessus, toi, Nico? Ben, je pense qu'on sera, Mmh. bah, je Bah, pense qu'on sera en tout cas, ça semble, enfin, tu vois, moi, c'est un avenir radieux et comme ça, c'est des perspectives assez incroyables. Demis, c'est pas n'importe qui quand même, hein, prix Nobel de chimie, je viens de le dire. Qu'est-ce non, que non, tu mais en penses? Mmh. moi, je pense que c'est un message positif. À un moment, Mmh. il y a des messages alarmistes et d'avoir des messages à l'inverse qui sont positifs et même surpositifs. Ouais, Ça fait partie, je dirais, du jeu politique et de communication sur ouais, l'IA et ça va. c'est Mais vrai. je pense qu'il y a aussi des choses. Ce qui me gêne un peu dans ça, c'est que ça ne prend pas en compte assez l'humain. Je pense qu'on est arrivé à un point sur l'IA qui n'est pas l'IA va vous remplacer, mais les humains qui utilisent l'IA vont vous remplacer. Et je pense que de sortir complètement, comme le fait en fait ces statements, le fait que l'IA va tout régler, et un peu Mmh. au détriment de ce que l'humain, qui d'un point de Ouais. vue énergétique et intelligent, c'est quand même pas encore du tout matché Mmh. par l'IA, c'est un peu réducteur de mon point de vue. Ouais, Et ouais. on voit, l'internet a aussi permis d'aller beaucoup plus vite. Quand on voit le Human Genome Project il y a quelques années, qui en fait il a été estimé, c'est d'ailleurs une des choses que j'avais mis dans mon blog là, j'avais Ouais. pour te DeepSeek, 3 milliards d'investissements a généré 800 milliards de gains économiques. C'est 20 labos dans 6 pays. C'est une science de l'open. C'est en Mmh. fait des gens qui vraiment poussent la collaboration. On a aussi dans le domaine académique des sites, des serveurs comme on a eu sur l'IA Archive, mais on a ChemArchive, on a BioArchive, et on a en fait déjà des outils de dissémination et de partage et de collaboration qui sont très forts et qui nous ont permis d'avancer la science sur le Covid il y a quelques années de manière beaucoup plus rapide. Donc je Ouais. pense qu'il faut pas, c'est des espèces de IA surpuissantes
Oui. a aussi un risque de nous faire oublier ce que, en tant qu'humain, Mhm. ces cerveaux très energy efficient peuvent apporter à n'importe quel domaine de connaissance, mais aussi tous les autres facteurs qui fait qu'un domaine avance Mhm. et qui demandent de la collaboration, de la dissémination. Et donc, il ne faut pas oublier tout ce qu'on doit faire, comme le Protein Data Bank pour AlphaFold, pour faire Hmm. avancer la science et ne pas oublier aussi d'investir dans ces domaines-là. Voilà, c'est. Bien Mais sûr. je suis assez aligné avec la promesse de l'IA dans la Hmm. recherche de médicaments. Hmm. Ok, donc il faut rester aux manettes, maîtriser l'IA plus que juste elle nous maîtrise. Euh, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. La notion de AGI, intelligence artificielle générale, Nico, toi, tu vois ça comment? Moi, je trouve que c'est très important d'en parler. On n'en parle pas assez en France, dans les médias francophones non plus. Euh, Est-ce que toi, c'est un concept qui te parle? Est-ce que tu penses que ça peut arriver prochainement? Ouais, je pense qu'il y a c'est Eric qui récemment parlait du San Francisco Mhm. Consensus et qui mettait. Alors maintenant, il y a des nouveaux termes qui arrivent. Il y a super intelligence. Il n'y a pas general intelligence, il y a super intelligence. Et alors, euh, Oui. et qui disent que c'est bon, AGI ou SI arriverait de 5 à d'ici 5 à 6 ans. Il y Mhm. a une espèce de récursivité qui viendrait où les modèles apprennent eux-mêmes, on commence à voir un peu de récursivité, je pense, dans certains des nouveaux modèles. Oui, ouais, Donc je pense il est très difficile de prévoir indépendamment en fait de est-ce que c'est dans 5 ans, est-ce que c'est dans 10 ans, il faut être conscient que ça sera en interface des humains. Faut pas qu'on tombe dans le biais de perdre une perte complète du contrôle de ces IA, mais mhm. ça ne veut pas dire qu'il faut pas y réfléchir. Et je Oui, pense effectivement que bah, dans ces interviews des personnes à San Francisco, oui. il y a une vraie mise en garde sur le fait qu'on n'est pas prêt. Et comme tu le dis, on n'en parle pas assez. Mhm. On en parle soit dans les médias de manière alarmiste, mais pas de manière réfléchie. Oui, On a eu ces sujets-là dans d'autres domaines, dans la génétique, sur le clonage, etc. bien Donc sûr, bien sûr. c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec ces sujets. Il faut vraiment faire la part des choses, voir ce qui est de l'ordre de la communication, de pouvoir en fait dire ah il faut parler de la safety. Les Européens, occupez-vous de la safety. Nous on s'occupe en fait d'être en avance sur tout le monde. Je Ouais. pense il faut partager cela. Il faut avant tout le plus il y a des écosystèmes européens, asiatiques, américains qui avancent et qui ne sont pas nécessairement en retard les uns sur les autres. C'est ça, à mon avis, qui est important. Et le plus il y aura de personnes avec des cultures, des appréciations différentes des risques, là, on aura un dialogue vraiment riche sur le risque de l'AGI. Et je pense que l'open source a une grande contribution à faire parce que bah, plus on donne accès à cette intelligence à des chercheurs, plus en fait on saura aussi mettre en place les guardrails et plus il y aura de personnes qui sont à même, si jamais un accident venait à survenir, d'y remédier rapidement. Et donc c'est Mmh. aussi ça la promesse de l'open source. Et donc je pense qu'il faut regarder ça dans des cadres assez larges. Merci Nico de nous faire bien la part des choses entre la réalité, l'action et la communication, hein. C'est sûr il y a un gros enjeu de communication. Moi, je pense aussi à Larry Ellison, tu sais, lors de l'annonce du projet Stargate, quand il parle du cancer. Alors évidemment, c'est quelque chose qui permet de faire passer le message, mais tu vois, la manière dont ça sortait, on sentait que c'était vraiment aussi une grosse com. Nico, dernière question. Ton livre ou film de science-fiction préféré que tu nous recommandes? Ah, mon livre, mon alors ça c'est assez marrant. C'est même une critique de Tariq. C'est en fait je suis pas très science-fiction. Donc dans mes lectures et je suis plus attiré En gros, par tu peux me donner ce que tu veux, t'inquiète pas. donc je suis plus dans l'histoire
Mmh. Donc bien évidemment, aujourd'hui, je lis beaucoup de choses sur l'histoire et sur l'Inde, mais sur l'histoire en général parce que je pense qu'on a énormément d'enseignements à apprendre sur où est-ce qu'on va en regardant aussi au travers d'une matrice historique. Je trouve qu'un bouquin qui a été écrit par William Dalrymple sur The Golden War, qui avait écrit aussi un bouquin fantastique qui s'appelait The Anarchy, qui était sur la East Indian Mmh. Company, qui avait Ouais. qui avait enlevé toutes les recherches, les ressources de l'Inde, Mmh. ou quelque chose comme The Silk Road de Peter Frankopan, qui réécrit une histoire qu'on n'a peut-être pas été enseigné en Europe, aux États-Unis, et qui remet au centre des régions qui étaient on n'a pas la même perception de à quel point c'était des puissances économiques et culturelles dans le passé. C'est-à-dire que même dans le livre de Eric Genesis, au bout d'un moment, il parle de ce mathématicien qui est à Bagdad, et que Bagdad est une cité des sciences et de la culture. On se rend compte en fait que dans notre univers culturel et notre façon de voir le monde, on est loin d'avoir une majorité de gens qui peuvent imaginer Bagdad comme était un temps un centre des sciences à un moment de l'histoire. Et je pense il est important pour chacun d'entre nous pour vivre mieux ensemble, en fait, au niveau mondial, de savoir que en fait, le talent, comme j'ai dit d'abord, est equally divided, et que le skill et capital n'est pas aussi bien dividé que le talent. Et tout ce que je fais et que j'essaie de faire, c'est en fait d'essayer de contribuer du skill et du capital où il y a du talent. Mmh. Et en fait, je voulais revenir aussi sur ce play entre historique et science-fiction. En fait, j'ai eu la chance de backer et d'être au comité d'une boîte française qui fait des instruments de musique, OK. qui est en fait basée à Marseille et qui s'appelle Expressive E. Et c'est des gens absolument des passionnés de musique qui ont fait Génial. un instrument de musique révolutionnaire. Et pour les gens qui jouent au clavier, ils connaissent très bien la limitation d'expressivité qu'ont les joueurs de clavier Mmh. par rapport aux gens qui font du violon. Et c'est un Mmh. instrument qui a capturé l'imagination de personnes comme Jean-Michel Jarre. Ah. Mais il y a aussi un moment absolument privilégié qu'ils ont vécu et qu'ils m'ont partagé. Et au bout d'un moment, ils reçoivent un email juste avant, juste au moment de Noël, et il y a quelqu'un qui s'appelle Hans qui les appelle. Il dit: je suis l'autre Hans, celui qui fait les films, et j'ai entendu parler On va de votre venir. histoire et je vous suis. Et en fait, Waouh! je suis en train de faire la musique pour Dune 2, et j'ai suivi ce que vous avez fait. C'est phénoménal. Je pensais qu'il allait bien avoir quelqu'un d'aussi fou pour en fait faire ce type d'instrument de musique. Et je sais que c'est en rupture de stock, mais est-ce que je peux vous demander 5 claviers? Et donc en fait, la boîte s'appelle Express Heavy. C'est vraiment des passionnés. Et donc Hans Zimmer a utilisé cet instrument de musique conçu comme Apple dit design in Cupertino, assembled in China. Là, c'est design in Marseille, assembled in China, et ça vient bientôt assembled en Europe. Et en fait, il fait cet instrument de musique et ça fait partie. Et il y a 2 personnes de la startup qui sont créditées dans la musique de Dune 2, Waouh! dans le film à la fin des crédits. Mais la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est que en fait, une des choses qui avait interpellé Hans Zimmer, c'est que en fait, il disait tous les grands films de science-fiction Mmh. ont comme musique qui les accompagne des grands orchestres classiques. Et il dit 2001 dans l'Odyssée la de l'espace, Interstellar, enfin ça exactement. ouais, on voit. Et il dit en fait la réalité de la science-fiction, c'est qu'il y a une certaine nostalgie, et donc la musique qui accompagne cette nostalgie est en fait de la musique classique. Il a dit: quand je faisais la musique de Dune 2, je voulais en fait avoir un instrument du futur, et donc ce clavier, l'osmose de Expressive faisait partie des instruments du futur qu'il avait choisi. Et donc je raconte cette histoire parce que en fait, entre l'histoire et la science-fiction, il y a en fait qu'un trait très fin d'épaisseur. Et je pense que justement cette appelé. Donc je parle de science-fiction avec Tariq, mais je lis beaucoup d'histoires.
C'est génial, c'est passionnant. Écoute, je suis sur le site d'Express EV, c'est extraordinaire. Je suis fan de Hans Zimmer. Merci de nous partager ça, Nicolas. Là, tu vas me faire quelques soirées sur YouTube où je vais regarder un petit peu tout ça. C'est passionnant. Nico, merci beaucoup. Bravo pour ce que tu as fait, pour ta contribution, ton apport aussi, l'allocation que tu as faite en tout cas sur des modèles open source, open science comme Mistral, Qtile. Je pense que c'est fondamental et ce podcast en a bien besoin et c'est ce qui sert aussi d'avoir ces technologies donc Vous en avez France, en écouté Europe cet épisode de Comptoir et d'en faire jusqu'au bout. bénéficier aussi Pour nous le soutenir, monde entier. merci de le partager à 2 Nico, amis c'était ou de un le plaisir relayer sur les de te réseaux sociaux recevoir. Merci et de d'être venu noter sur le 5 podcast étoiles Comptoir avec un IA. commentaire sur Spotify Merci ou Nicolas, Apple à très bientôt. Podcast. À bientôt, Pour merci finir, Nicolas. Si vous voulez Au échanger revoir. sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt.